Les touristes aiment me prendre en stop. Je suis l'originalité de leurs vacances. Ils raconteront toujours l'histoire de la fille hippie d'Hollywood emmenée au ranch de cinéma. Tu me conduis ? L'autostoppeuse hippie du film « Il était une fois à Hollywood » n'a littéralement pas d'arc de personnage classique. Elle n'a ni conflit intérieur ni choix à faire, et ne change pas sous l'effet des événements. Elle reste la même à la fin du film. De plus, Tarantino la retire complètement de la finale, comme s'il avait pitié d'elle, alors qu'elle est le personnage le plus marquant du ranch de Spahn. Mais si l'on commence à examiner le contexte historique de ce personnage, on est surpris de voir combien de détails authentiquement documentés Quentin Tarantino a intégrés dans cette figure. En fait, sans comprendre le contexte de l'Amérique des années 60, il est impossible de tout saisir pleinement dès la première fois. Qui étaient les hippies ? Pacifistes, enfants des fleurs, mouvement de liberté ou secte destructrice ? Comment le meurtre de Sharon Tate a-t-il influencé la perception des hippies ? Pourquoi Charles Manson est-il parfois appelé l'homme qui a mis fin à ce mouvement ? Et était-il lui-même un hippie ou simplement un psychopathe fou qui n'avait rien à voir avec eux ? C'est de cela que nous allons parler dans cette vidéo. Il y a une scène qui, lors du premier visionnage, ne vous fera probablement pas réfléchir particulièrement. Vous l'acceptez simplement comme une introduction au personnage et continuez à regarder le film. Les hippies marchent dans la rue en fredonnant une chanson joyeuse, accompagnée d'un chien qui remue gaiement la queue. Ensuite, ils fouillant dans les poubelles, trouvent de la nourriture et s'en vont tranquillement. Tout cela dure environ 50 secondes et semble absolument inoffensif. Juste un groupe de filles un peu étranges, mais clairement pas dangereuses. Une scène typique de l'époque, mais ce n'est qu'à première vue, en réalité cette courte scène cache bien plus de choses qu'il n'y paraît. Ces filles, comme vous l'avez compris, représentent la sous-culture hippie, aussi appelée « enfant des fleurs ». Elle prônait le rejet de la propriété, le pacifisme et la bienveillance. Le fait qu'elles fouillent dans les poubelles est également un fait tout à fait authentique, car beaucoup de hippies prônaient ce qu'on appelait le friganisme, un mode de vie où l'on récupère même de la nourriture dans les poubelles, comme symbole de protestation contre la société de consommation. Les filles ont l'air absolument innocentes, naïves, même un peu touchantes, mais tout cela si l'on ignore un fait. Et quelle chanson chante-t-elle ? Cette chanson a été écrite par Charles Manson, l'un des tueurs en série les plus connus des États-Unis. Mais je vous connais tous les trois. Oui, le ranch Spahn. Où sommes-nous, au juste ? On est dans ce putain de Hollywood. Mince, toute une génération a grandi en regardant ces gens tuer d'autres gens. Désolée, je n'avais pas compris tout de suite que vous étiez de vieux amis. Écoute-moi bien, Larousse. Je vais entrer quand même. Je suis le diable, et je suis venu faire le travail du diable. Admettez-le, cette scène n'a plus l'air aussi innocente maintenant. Voici par exemple des images réelles montrant les adeptes de Charles Manson chantant précisément cette chanson.
D'ailleurs, remarquez qu'il y a même un chien ici, exactement comme chez Tarantino. Le meurtre de Sharon Tate a été un point de non-retour, divisant l'époque en un avant et un après, et ce n'est pas un hasard si Tarantino montre ses hippies sur fond d'une telle image. Le cow-boy est le symbole du vieux Hollywood, de ses mythes simples et de ses anciennes valeurs. C'est le monde de Rick Dalton et Cliff Booth. Et ses filles se passent devant cette image, en fredonnant joyeusement la chanson d'un maniaque, laissant symboliquement cette image derrière elle. C'est là qu'on saisit le talent de réalisateur de Tarantino. En seulement 50 secondes, il capture l'essence d'un mouvement, ses contradictions, la fin d'une époque et la menace d'une tragédie. Et en même temps, il assaisonne tout cela de symbolisme tout en montrant les choses avec un réalisme presque documentaire. À ce moment-là, Tarantino semble nous poser la question de savoir comment ces créatures apparemment inoffensives se sont finalement retrouvées impliquées dans le massacre sanglant de la maison Polanski. Il suffit de rappeler que les victimes ont reçu des dizaines de coups de couteau, et parmi elles se trouvait Sharon Tate, enceinte. Et ce sont justement ces gentilles filles que nous venions de voir fouiller dans les poubelles qui ont commis cela. Comment cela a-t-il pu arriver quand tout a dérapé ? Dans Il était une fois à Hollywood, Tarantino réécrit la fin en opposant les hippies à Cliff Booth et son chien. Mais dans la réalité, tout s'est terminé d'une manière totalement différente. Le fait que l'autostoppeuse hippie n'ait pas d'arc de personnage classique n'est pas un oubli, mais une décision délibérée. Parce que dans le cadre de cette histoire, elle n'a pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tout ce qui est important lui est déjà arrivé avant le début de l'intrigue. À travers elle, Tarantino ne montre pas une personne en particulier, mais tout un mouvement avec toutes ses illusions, ses convictions et ses contradictions internes. Elle incarne l'image des hippies de la fin des années 60 et, selon moi, Tarantino l'a très bien réussi. D'ailleurs, il y a une coïncidence intéressante liée au nom de cette héroïne. Dans le film, on l'appelle simplement Kiska. Nous aimons Kiska. Mais dans le livre, Il était une fois à Hollywood, elle a un nom. Debra Yo Hillhouse. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'une actrice avec un nom très similaire, Brenda Hillhouse, peut être vue dans d'autres films de Tarantino. Elle a incarné l'otage de Richie Gekko dans Une nuit en enfer. N'essaie même pas de t'enfuir, sinon j'ai 6 amis, et ils courent tous plus vite que toi. Tu ne veux pas regarder la télé avec moi ? Et aussi la mère de Butch dans Pulp Fiction. Butch, éteins la télé. Quoi ? Nous avons un invité important ? Le chien de Cliff s'appelle aussi Brandy. Comment s'est passée ta journée? Et regarde ce que je t'ai rapporté. Selon les données du site IMDb, Brenda Hillhouse n'est pas seulement une actrice qui a joué avec Quentin, elle a aussi été la professeure d'art dramatique de Tarantino. C'est peut-être une simple coïncidence ou peut-être une référence personnelle de Quentin. Je pense que vous avez remarqué que dans Il était une fois à Hollywood, on entend souvent la radio jouer en arrière-plan à travers les haut-parleurs de la voiture. Il est intéressant de noter qu'il s'agit d'enregistrements authentiques de stations de radio de l'époque avec de vraies informations. Dans la scène où Cliff Booth ramène un Rick Dalton déprimé, on entend cette information aux nouvelles. Plus de 1000 communistes Viet-Cong ont été tués après la reprise des hostilités dans le sud du Vietnam. Les Américains... Et juste après cela, la voiture passe devant un groupe de hippies et on entend un commentaire grossier de Rick. Les hippies sont des salauds. Et ce lien n'est pas du tout un hasard. Tarantino place intentionnellement le thème du Vietnam juste à côté de celui des hippies, parce que l'un a grandi à côté de l'autre. Les hippies étaient un des opposants actifs à la guerre.
La protestation contre la guerre est devenue un fondement moral du mouvement, d'où leur surnom d'enfants des fleurs. L'image la plus forte et toujours aussi marquante de ce mouvement a été offerte au monde par le photographe français Marc Riboud. Le 21 octobre 1967, lors d'une manifestation contre la guerre devant le Pentagone, il a photographié une jeune fille frêle tenant une fleur, faisant face aux soldats armés de la garde nationale des États-Unis. Cette photo a fait le tour du monde et est devenue une icône du mouvement anti-guerre, symbole d'une foi pure, presque religieuse, en la supériorité de l'amour sur les armes. Les acteurs, c'est du pipeau. Ils récitent ce qu'on leur écrit et simulent des meurtres dans des séries idiotes, alors qu'en vrai, des gens meurent chaque jour au Vietnam. Les hippies formaient d'abord une contre-culture, protestant consciemment contre l'ordre établi, au-delà d'une simple mode ou d'un style de vie. Ils rejetaient le pouvoir en tant que tel et méprisaient tous les représentants du système, des politiciens aux policiers. Dégagez, sales flics. Eh ben dis donc. L'État était perçu par eux comme une source de violence, de mensonges et de répression de l'individu. Outre leur rapport au pouvoir, les hippies promouvaient activement l'amour libre. Ce n'est pas un hasard si elles proposent presque immédiatement, sans aucune gêne, à Cliff une sorte de service contre service, comme si cela allait de soi. Tu as quel âge? Quoi? Je te demande, tu as quel âge? En général. Probablement c'est un scénario de comportement habituel pour elle. En théorie, cela impliquait de rejeter jalousie, mariage et morale bourgeoise au profit de la sincérité et de la liberté du corps. L'amour et la sexualité devaient être spontanés, informels et dépourvus d'engagement, comme un symbole de la libération de l'homme des règles imposées. En pratique, cette idée fonctionnait un peu différemment, mais nous en parlerons un peu plus tard. Au fait, faites attention à ces aisselles non rasées. Je ne suis pas trop jeune. Je suis trop vieux pour être accusé de séduction. Le retour à la soi-disant beauté naturelle était une partie importante de l'idéologie hippie. On considérait que le rasage était une construction artificielle, imposée par l'industrie de la mode et la génération de leur mère. Bien sûr, tout le monde n'a pas arrêté de se raser du jour au lendemain. Beaucoup de filles hippies continuaient à prendre soin d'elles, mais la tendance était là. Bien sûr, il est tout à fait irréaliste de décrire tout le mouvement hippie dans une seule vidéo. Il y avait là-bas la musique, l'influence des philosophies orientales, des expériences psychédéliques sur la conscience, des substances et une volonté de dépasser la pensée occidentale. C'était un grand creuset culturel. Et dans l'ensemble, si l'on regarde la base idéologique, elle était plutôt positive, du moins au niveau des déclarations. Paix, non-violence, rejet de la guerre et volonté de vivre autrement. Mais une question se pose. Si tout cela concerne l'amour et le pacifisme, comment se fait-il que l'un des meurtres les plus violents des États-Unis des années 60 soit justement issu de ce milieu? Peut-être que les agresseurs n'étaient pas des hippies, et si la famille de Manson était totalement distincte, sans lien avec ce mouvement. Souvent, Charles Manson et sa famille sont qualifiés de quasi-assassins du mouvement hippie, et cela a une certaine logique. Les hippies eux-mêmes étaient un peu sales, et ils agaçaient Ponte et beaucoup de gens. Putain d'hippie, sale bâtard. Vous voulez que je ressemble à un hippie? Mais la société dans son ensemble les considérait comme des rêveurs étranges, excentriques, mais fondamentalement inoffensifs. Après le meurtre de Sharon Tate et de ses amis, cette illusion s'est aussitôt effondrée. Lorsque toutes les chaînes de télévision ont diffusé des images de jeunes hommes et femmes aux cheveux longs, souriants, auteurs d'un massacre brutal, l'Amérique a été profondément choquée. L'image du gentil rebelle a été définitivement détruite. Il était désormais impossible de prétendre qu'il ne s'agissait que de gentils enfants fleurs inoffensifs. Une logique simple s'impose. Si quelque chose ressemble, nage et cancane comme un canard, c'est sans doute un canard.
C'est exactement ce qui s'est passé avec la famille de Manson. Ils ressemblaient à des hippies, parlaient comme des hippies, vivaient comme des hippies. Après l'incident chez Roman Polanski, personne n'a vraiment tenté de découvrir leur identité, et la perception des hippies a totalement changé. Les gens qui vivaient auparavant ouvertement et paisiblement ont simplement commencé à craindre pour leur vie. Le sentiment de sécurité a disparu. Une scène marquante dans « Il était une fois à Hollywood » montre Sharon Tate prenant une autostoppeuse. Je ne vais que jusqu'à West Udbera. Ça ira, on n'est pas difficile. Montes. Merci. Ils discutent gentiment, rient comme de vieux amis. Eh bien, bon voyage. Merci. Et passez un bon moment. Un grand merci. Bon, c'est tout, au revoir. Au revoir. Et c'était la norme pour cette époque. Jusqu'en août 69, on vivait vraiment comme ça. Après, ce n'était plus le cas. Les gens ont commencé à acheter des armes, les clôtures des théâtres sont devenues plus hautes, les portes plus solides, et la confiance envers les inconnus s'est évaporée. Naturellement, l'attitude envers les hippies a changé. Ils ne symbolisaient plus la liberté, mais représentaient une menace potentielle. Alors peut-on vraiment appeler la famille de Manson des hippies, ou était-ce une secte déguisée en contre-culture ? Parlons d'abord du ranch Span lui-même, où Kiska amène Cliff. Donc toi et d'autres amis comme toi, vous vivez tous au ranch Span? Oui. Certains pensent que c'était quelque chose d'unique et d'exceptionnel. En réalité, non. Ce n'était qu'un des nombreux foyers similaires de vie contre-culturelle qui ont émergé à la fin des années 60. Déçus par la ville, la carrière et même l'idée d'une vie normale, des dizaines de milliers de hippies à travers le pays ont commencé à créer ce qu'on appelait des communes, des communautés fondées sur des règles alternatives. Le plus souvent, il s'agissait de villages ruraux, loin des grandes villes et de l'État. Où sont-ils tous passés? Les historiens ont estimé qu'au début des années 70, il existait aux États-Unis plus de 10 000 de ces communautés, où vivaient environ 750 000 personnes. Avouez que ce chiffre est impressionnant. Il ne s'agit pas d'une poignée de marginaux, mais d'une vaste expérience sociale. Certaines étaient de grandes communautés agricoles de centaines de membres, d'autres de petits groupes d'amis louant une maison isolée. Un grand nombre de ces communautés sont apparues en Californie. C'est là que les hippies s'installaient activement dans des endroits retirés, cultivaient l'eau des potagers, essayaient de vivre de façon autonome, élevaient leurs enfants en dehors du système scolaire, pratiquaient la propriété collective et la liberté des mœurs. Bienvenue dans la communauté. Merci de m'accueillir. Merci à toi d'avoir raccompagné Kiska à la maison. Pas de problème. Dans ce contexte, le ranch de Span n'est pas unique. Un propriétaire âgé héberge des jeunes. Cela arrivait souvent, généralement en échange d'une aide pour les tâches ménagères. Dans plusieurs États, des propriétaires louaient d'anciennes fermes aux hippies pour un prix symbolique, à condition que la terre soit entretenue. Donc, t'as permis à ces hippies de vivre ici? Pisclia Oui. elle-même. En somme, Charles Manson n'est qu'un chef de communauté parmi des centaines, mais ses idées ont été littéralement meurtrières. Les points communs entre le culte de Manson et les hippies ne s'arrêtent pas là. Tout d'abord, la langue et la rhétorique. Manson invoquait sans cesse l'amour, la liberté, l'éveil de conscience et le rejet de l'ancien monde. Ses discours étaient un mélange de philosophie orientale, d'images bibliques et de slogans hippies. Pour un observateur, cela semblait fou, mais pour les jeunes hippies, c'était familier et convaincant. Deuxièmement, le rejet de la famille traditionnelle. Les hippies considéraient le modèle familial classique comme bourgeois et le rejetaient. Charles Manson faisait la même chose, mais de façon plus radicale. Il proposait une nouvelle famille, sans parents, sans mariage, sans lien personnel, il n'y avait qu'un tout commun. Ce n'est pas un hasard si sa secte portait le nom informel de famille. Troisièmement, le culte du rejet de la civilisation. Vivre dans un ranch, avoir le sentiment de revenir aux origines, c'est un thème purement hippie. Charles Manson ne l'a pas inventé, il s'est simplement intégré à une tendance déjà existante. Quatrièmement, l'antisystème et le mépris de la loi.
Les hippies rejetaient l'État, la police, les tribunaux et l'armée comme des instruments de violence. Charles Manson n'a rien inventé ici non plus, il s'est simplement servi de cela. Cinquièmement, l'usage de substances pour élargir la conscience. Nous le condamnons fermement. Pour les hippies, les substances servaient à sortir des schémas habituels, alors que pour Charles Manson, elles brisaient les limites personnelles et augmentaient en la suggestibilité. La différence tenait au but, non à la forme. Mais contrairement à la plupart des communautés, chez Manson, l'essentiel a très vite disparu, la liberté. Là où les hippies déclaraient à l'absence de hiérarchie, chez lui, une stricte verticalité du pouvoir s'est installée. Là où l'on parlait de liberté individuelle, il l'a remplacée par une soumission totale. Sa famille a cessé d'être une communauté et s'est transformée en une secte avec une seule source de vérité. Et pour comprendre comment cela a pu arriver, et surtout pourquoi, nous devons revenir à notre personnage. Si l'on ne sait rien de la famille Manson ni de la façon dont il influençait les gens, Kiska ressemble vraiment à une simple fille hippie inoffensive. Les touristes aiment me prendre en stop. Je suis l'originalité de leurs vacances. Ils raconteront toujours avoir emmené une hippie d'Hollywood vers un ranch de cinéma. Dans le film, rien n'est dit sur son passé, mais dans le livre « Elle était une fois à Hollywood » que Tarantino a publié plus tard, son histoire est révélée. Elle a quitté la maison avec Charlie Manson quand elle n'avait que 15 ans. Et le plus étrange, c'est que son père non seulement ne s'y est pas opposé, mais plus tard, il a lui-même voulu rejoindre Charlie Manson. Ici, bien sûr, il y a un mélange entre la fiction de Tarantino et des faits réels, mais il est vrai que Manson avait un talent étonnant pour manipuler les gens, surtout les jeunes filles, souvent mineures. Il exigeait une rupture totale avec l'ancienne famille, un renoncement à son ancien soi, d'où l'absence de nom. Grâce à ses idées folles, il parvenait à exercer un contrôle total sur leur esprit. Les filles qui vivaient au ranch idolâtraient littéralement Manson. Il était devenu pour elles une sorte de prophète. Là-bas, ils m'ont emmené travailler enchaîné pendant 2 semaines. En août, en pleine saison. Depuis, j'ai juré de ne plus jamais casser la mâchoire d'un flic. Oui. Tu plairas à Charlie ? Naturellement, son pouvoir s'étendait non seulement à leurs pensées, mais aussi à leur corps. Tu lui aurais plu ? Angel, attends. Eh bien, peut-être une autre fois. Il utilisait habilement les filles comme ressources pour influencer, séduire et s'infiltrer dans des milieux étrangers. L'exemple le plus révélateur et absolument réel de la vie est l'histoire avec Dennis Wilson, le batteur du groupe The Beach Boys. En 1968, Wilson a pris en stop des hippies qui l'ont invité chez lui où il a passé la nuit avec elles. Le matin, devant la maison, Manson était déjà là avec toute sa bande. À un moment, près de 10 disciples de Manson vivaient chez Wilson. Charlie lui-même venait aussi jouer de la musique, parler d'amour et de la fin du monde. Wilson était fasciné par l'atmosphère et les gens, et bien sûr par les filles. Jusqu'à ce qu'il réalise que Charles Manson n'était clairement pas dans son état normal. Je pense que désormais, le trajet de Cliff Booth avec Kiska paraît moins anodin. Elle a littéralement amené Cliff dans la secte. Tu me déposes ? Allons-y. Je voulais que Cliff rencontre Charlie. Peut-être qu'ils ont crevé le pneu exprès pour que Cliff reste au ranch. C'est toi qui l'as fait? Mais Cliff s'est avéré être un dur à cuire. Change. Va te faire voir. Le livre décrit en détail comment Charlie dresse littéralement des bras. Il lui apprend à s'introduire dans des maisons étrangères et à accomplir des tâches de plus en plus étranges et humiliantes, testant ainsi son degré de soumission. Un jour, il l'envoie la nuit dans la maison de personnes âgées aisées. Non pas dans le but de voler, mais comme une sorte d'expérience psychologique, une démonstration de contrôle total et de l'absence de volonté et de peur de sa part. En parallèle, Manson lui apprend à observer.
qui vit dans la maison, s'il y a des enfants, l'âge des propriétaires, et à reconnaître le maître de maison par des détails quotidiens. Le livre de Tarantino est très explicite, et sur YouTube, je ne peux pas tout raconter, mais croyez-moi, il y a de quoi être choqué. Que peut-on dire en conclusion ? Charles Manson était-il un hippie ? Officiellement oui, mais en réalité difficilement. Il a habilement exploité les faiblesses de leur système, révélant la vraie valeur et la destination de leurs idées. Les hippies semblaient essayer de réinventer la roue, mais ils se sont durement heurtés à la réalité. Ils percevèrent la société comme un système brisé. Guerre du Vietnam, racisme, conformisme, consumérisme et capitalisme. Pour eux, l'ancien vélo allait dans la mauvaise direction, alors ils ont choisi de le jeter et d'en fabriquer un nouveau. Le problème, c'est qu'ils ont sous-estimé deux choses. Premièrement, la nature humaine. Toute société, même la plus libre, recrée rapidement des hiérarchies et du pouvoir si on ne les limite pas par des règles. Elles apparaissent spontanément et le plus souvent sous leur forme la plus brutale. Deuxièmement, ils ont surestimé le degré de maturité de l'homme sans contraintes extérieures. La liberté sans responsabilité ne marche pas pour tous. Souvent, elle mène au chaos ou à la soumission à celui qui s'exprime le plus fort et avec assurance. Ils voulurent abolir les règles sans comprendre que les règles ne sont pas seulement un instrument d'oppression, mais aussi une protection contre les prédateurs. En effet, en essence, l'État idéalement, c'est justement un contrat social dans lequel vous cédez une partie de votre liberté en échange de quelque chose, y compris la protection. En ce sens, leur choc avec la réalité était inévitable, même si cela comporte de nombreux aspects à la fois positifs et négatifs. C'est tout simplement une utopie, et Debra en devient l'exemple parfait. Un homme qui croyait sincèrement qu'il gagnait sa liberté, mais qui s'est finalement retrouvé sous un contrôle total. Je vous rappelle que je peux parler des heures du film « Il était une fois à Hollywood » de Quentin Tarantino. Et ce n'est pas une figure de style, mais un fait réel. En effet, c'est déjà la 6e partie de l'analyse de ce film, et la durée totale de ces vidéos a déjà dépassé 2 heures. Vous pouvez le vérifier vous-même. Je laisserai un lien vers la playlist. J'ai déjà analysé en détail Cliff Booth et Rick Dalton, évoqué Bruce Lee, les cascadeurs, et même dédié un épisode au chien de Cliff, Brandy. Donc si vous aimez le cinéma de Quentin Tarantino et que ce format d'analyse vous plaît, n'hésitez pas à aller voir, il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes. Je vous conseille aussi de regarder la page d'accueil de la chaîne. Outre Tarantino, de nombreux autres films et personnages y figurent. Comme toujours, indiquez en commentaire le film que vous souhaitez voir analyser la prochaine fois. J'essaie de lire tous les commentaires et je me base souvent sur vos suggestions.